Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Business Camp. Le Business Camp, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de l'e-commerce français. C'est un événement qui est pensé par les e-commerçants pour les e-commerçants. Et pour cette 3e édition, nous nous retrouvons en plein cœur de Chambéry, en Savoie. Et la grande nouveauté cette année, c'est que nous profitons de ce grand rassemblement pour enregistrer des épisodes dédiés que vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube de Business Camp et sur Spotify. Bienvenue donc dans le studio podcast. Je m'appelle Juliette Ball, je suis partner manager chez Molly, la solution de paiement omnicanal qui se donne pour mission de simplifier les paiements et la gestion financière pour toutes les entreprises en Europe. Vous pouvez nous découvrir sur le site molly.com et m'ajouter sur LinkedIn. C'est moi qui aurai l'honneur d'interviewer nos invités aujourd'hui et de leur donner la parole. Je vais recevoir plusieurs invités de marque, des marchands bien sûr, mais aussi des partenaires comme Feedmax et des agences e-commerce comme l'agence Yuri & Neal et l'agence Evolutive. Ensemble, au travers de plusieurs épisodes, on va parcourir leur vie, leurs enjeux, leurs succès et leurs échecs bien sûr, et nous allons comprendre comment ils accompagnent les e-commerçants pour certains et comment ils utilisent la puissance de cet écosystème pour d'autres. Allez, c'est parti, place aux épisodes. Salut Mickaël. Salut. Je suis hyper contente de te recevoir. Je crois que c'est le 4e épisode du podcast, le studio podcast Business Camp. Toi, c'est ta première fois au Business Camp, je crois. Tout à fait, première fois. Qu'est-ce que t'en penses ? Bon, t'es arrivé il y a 1 heure, mais là, à chaud. Ah bah chaud, on est bien. Cadre Incroyable. Déjà discuté avec des gens tout aussi incroyables. Donc pour l'instant, perfect. Pour l'instant, perfect. Bon, j'espère que l'équipe Orga nous écoutera. Donc pour l'instant, perfect. Et puis on verra au fur et à mesure de la journée. Ouais. Mickaël, je suis hyper contente de te recevoir parce que toi, tu as plein de hacks à nous donner aujourd'hui sur l'implémentation marketplace, principalement Amazon, mais aussi sur la distri physique. Ouais. On va en parler un peu plus tard. Ce que je te propose d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est de te présenter, mais on ne va pas se présenter de manière habituelle, sinon ce serait trop facile. Mickaël, je vais te demander de te présenter. Qui es-tu de 9h à 19h en semaine ? Qui es-tu soir et week-end ? Et dis-moi ce que tu rêvais de faire quand tu étais petit, s'il te plaît. Alors, qui je suis en semaine, de 9h à 19h ? À peu près. À peu près. Alors déjà, à 9h, ma journée a commencé déjà depuis bien longtemps. Ok. Parce que je suis papa de 3 enfants, donc ça, c'est déjà un premier Voilà, boulot. c'est vrai. Deuxième boulot, c'est être entrepreneur, cofondateur de Shapeart, Ouais. qui est une boîte qui fait des accessoires dans l'univers de la moto, du vélo, du running. Et puis ça fait généralement à 19h, le costume d'entrepreneur est mis de côté. Et on reprend le costume de papa notamment, quoi. Ok. Le week-end, tu as des passions, des trucs que tu fais Et j'ai plein de passions. Il y en a une qui est prédominante, c'est le sport. Ok. Qui est en semaine, en week-end, j'essaie d'en faire tous les jours. De tout. Foot, basket, running, crossfit, escalade, de la boxe, tous les sports, vraiment à fond. Et passionné par le business et l'entrepreneuriat aussi. C'est pour ça que je fais pas mal de choses à côté, dans l'écosystème Amazon notamment. Et puis après sortir, prendre l'apéro avec les potes, voilà. La vie, quoi. Et puis 3 enfants, je pense que ça occupe beaucoup. Ça occupe pas mal, hein. Voilà. Donc, ça occupe pas mal. Donc c'est bien d'avoir aussi ces 2 casquettes différentes. Ouais, tout à fait. Pour ceux qui connaissent pas... Ah attends, on n'a pas répondu à la question. Qu'est-ce que tu rêvais de faire Qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit ? Eh ben franchement, j'en sais rien. T'en sais rien ? Non, j'ai jamais eu de... Je me suis pas dit je vais être pompier. Ouais. Non. Et un peu plus tard. Et je sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Hein. Ah bon, écoute, j'espère qu'à la fin de cet épisode, on aura répondu à cette question. Parce que ça, c'est hyper important quand même de savoir. Ce serait une grande victoire. Peut-être que tu as réussi et que tu te sens accompli et donc que non, mais je me sens accompli, il n'y a pas de souci. Finalement, ta vie était je veux être heureux et je le suis, donc voilà. Ça, voilà ce que je voulais faire quand j'étais petit. Ouais, je suis très heureux. Et écoute, c'est tout ce qui compte. Voilà. Non, parce que tout à l'heure, on m'a dit, quand j'étais petit, je rêvais de fédérer, quand j'étais petit, je rêvais d'être entrepreneur, quand j'étais petit, je rêvais d'être journaliste, voilà, tu vois. Plein de métiers kiffer, différents. c'est bien. Hein. Mais kiffer, je trouve que ça suffit. C'est pas mal, hein. En fait, c'est un podcast dev perso, c'est ça ? Absolument. C'est un podcast psychologie inversée. Non, pas du tout. Shapeart, pour ceux qui ne connaissent pas, en quelques phrases, tu peux me présenter ta boîte ? Donc Shapeart, c'est une boîte qu'on a créée il y a 8 ans maintenant avec mon associé Antoine.
Concept tout simple, on a créé un système magnétique, un système de pochette magnétique qui permet d'utiliser son téléphone quand on court, quand on est sur son vélo pour voir son GPS, sa moto. C'est un concept qu'on a breveté et qu'on décline sur à peu près une vingtaine de produits et qu'on vend principalement sur la distribution physique. Donc on nous retrouve chez Decathlon, Intersport, les magasins indépendants de vélo, de moto, de running, un peu partout en Europe. Et sur la partie online, un peu sur notre site en propre, mais beaucoup sur Amazon. Ok. Voilà. Donc toi, tu as vraiment une stratégie marketplace, Amazon. Ouais, exactement. Et Et très omnicanal. C'est un peu ça notre spécificité. C'est que dès le premier jour, dès qu'on a lancé, dès le départ, on a été à la fois magasin, à la fois notre site propre et à la fois Amazon. Après, ça a un peu évolué, on a développé ça, mais dès le départ, on a été vraiment sur les trois canaux. Et on a tout de suite fait en sorte que les trois travaillent ensemble. t'as pas de boutique en propre à toi Non, Ouais. retail non, la gamme est beaucoup trop La gamme est courte. trop C'est courte. c'est des petits prix. On vend des produits, on a un panier moyen à 30 euros. Enfin, Ok. non, c'est pas un business qui est fait pour le retail. Ouais. Et par contre, c'est toi qui fabriques Ouais, tes produits. alors on est, Enfin, vous êtes fabricant, on les, vendeur. on les conçoit, on fait tout. Par contre, les usines nous Non, appartiennent bien pas. sûr. Mais ouais, exactement. Et c'est que on essaye de faire uniquement des produits originaux qu'on a designés nous, avec des plus-values. On prend pas des produits sur étagère avec un logo, quoi. Ouais, tout à fait. Ok. Et quand tu t'es lancé, c'était pour répondre à un besoin que tu avais identifié toi en tant que runner. Ouais. Voilà. Alors la petite histoire, je la fais courte. Vas-y, tu peux. On a commencé avec le running. Ouais. Et le premier produit qu'on a fait, c'est un brassard de sport avec un capteur de fréquence cardiaque intégré au brassard. Ça permettait d'avoir la fréquence cardiaque de manière très précise et beaucoup moins chère qu'une montre. 2017-2018, les montres, ça coûtait 400-500 balles. Et nous, on arrivait avec un produit qui en coûtait 100. En 2 ans, les montres, elles ont amélioré la qualité, le prix a divisé par 5. Et donc, en fait, on a dérivé du brassard, on a fait les ceintures de running. Quand tu commences à courir, au moment où tu as mal aux genoux, aux hanches, tu te mets à faire un peu de vélo aussi. On a commencé à faire un support vélo, le vélo a cartonné, on a décliné sur la moto. Voilà, on tire des fils au fur et à mesure et ça nous emmène à une gamme de plus en plus large. Donc au départ, tu réponds à un besoin que toi, tu as identifié Exactement. perso, et puis après, tu déclines en fonction des besoins tu clients. pivotes un peu et à force de parler avec les clients, tu trouves d'autres besoins qui, eux, te font gagner déjà un peu plus d'argent et qui créent une boîte qui est viable. En parlant de pivot produits, tu as d'autres produits prévus dans les prochaines années, si c'est pas confidentiel? Non, on a pas mal d'idées. Ouais. On a pas mal d'idées qui sont en stock et on essaye de lancer 1 ou 2 nouveaux produits par an à peu près. Donc là, l'année dernière, on a lancé des lumières de vélo magnétique. Et c'est une gamme qu'on est en train de décliner aussi. Donc on a pas mal de choses qui vont arriver. Bon, super. Si on revient un peu sur toi, ta stratégie, donc si j'ai bien compris, tu as ton site e-commerce jpart.com.fr, tu as ta stratégie marketplace avec Amazon et tu as ta stratégie distribution physique. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que tu opères tes 3 canaux différents? Ouais, alors de vente en gros, la stratégie qu'on a, c'est on va faire en sorte de dépenser le plus possible en acquisition online, Meta, TikTok, Google, influence, voilà, classique. Et le but, c'est de rentabiliser cet investissement, qui soit, on va dire, à l'équilibre ou un tout petit peu positif. Et ensuite, cette visibilité qu'on a, oui, elle va faire des ventes sur notre site, ça va faire aussi beaucoup de ventes sur Amazon. Ouais. Et nous, on ne dissocie pas beaucoup, c'est-à-dire que pour nous, que ce soit sur notre site ou sur Amazon, c'est des ventes online, les gens ont acheté, c'est le principal. Et le but, c'est que cette visibilité, tout le budget qu'on va dépenser, envoie du trafic en magasin, et la marge vient vraiment du magasin. Ok. Puisque en fait, c'est ça qui est un peu différent avec les différents canaux, c'est que ton site e-commerce, les gens, nous on est des produits où il n'y a pas de repeat, le produit il est garanti 10 ans, tu l'achètes une fois, peut-être 2 fois si tu veux l'offrir, mais Si tu veux l'avoir sur tes différents supports, ou voilà. même pas, parce que moto, vélo, c'est le même produit. Ouais, c'est le même Ouais, produit, donc, mais à la limite si tu as 2 motos, Ouais. pourquoi pas. Et donc en gros, ce qui va se passer, c'est que plus on vend sur Shopify, ça va pas faire des ventes mécaniques. Ce qui est très différent du commerce physique et d'Amazon.
commerce physique, un magasin qui commence à vendre les produits, les vendeurs ils vont avoir confiance, ils vont avoir des bons retours, et donc du coup, quand un nouveau client va arriver, ils vont pousser plus facilement le produit en disant vous pouvez partir sur cette marque-là, on en vend pas mal, ça marche bien. Donc il y a un effet boule de neige. Et sur Amazon, c'est encore plus décuplé, c'est-à-dire que sur Amazon, plus tu vas faire de ventes, plus tu vas monter dans ton classement et dans les rankings, dans le classement organique, et donc plus tu vas être en haut de la première page et plus tu vas vendre. Okay. Et c'est pour ça qu'en fait, travailler avec les trois en même temps est hyper important, parce que, notamment sur Amazon, plus tu vends. Et, donc, et ça, c'est vraiment un truc qui est pas intuitif de base, parce que ça marche pas comme ça sur un site e-commerce propre, quoi. Ouais, plus tu vends, enfin plus tu vends, plus tu vas remonter. Ouais, exactement. Mais... Et on fait vraiment la distinction dans l'écosystème, quand on est sur Amazon, on fait cette distinction entre les ventes payantes et les ventes organiques. Et en fait, avoir des ventes payantes ou sponsorisées, en fait, te fait monter du côté organique. Et au bout d'un moment, le but du jeu, c'est de faire décroître un peu son budget pour que l'organique prenne plus de poids. Et voilà, c'est toujours un arbitrage. Et c'est vraiment très particulier à l'écosystème Amazon, ça. Ouais. Qui n'est pas très connu aujourd'hui dans l'écosystème e-commerce, en tout cas les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Et puis surtout, on a très facilement ce réflexe de dire non, mais en fait, ce que je fais sur Amazon, je le perds parce que c'est ce que j'ai pas fait sur mon site ou c'est ce que j'ai pas fait. Et en fait, nous, c'est l'approche, c'est vraiment pas une approche qu'on a. Et l'approche, elle est à la base, elle est centrée sur le client. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est que le client, il achète notre produit parce qu'on sait que c'est un bon produit. Qu'il l'achète en magasin, sur tel site ou tel marketplace, en soi, oui, tu peux avoir des petites différences de marge. Ouais. Mais le client, il l'a trouvé, lui, là où lui voulait trouver le produit, il est satisfait, et s'il est plus satisfait, il va en parler un peu plus. Donc en fait, peut-être qu'à court terme, tu peux en perdre un petit peu, à long terme, tu es forcément gagnant. Ok. C'est possible du coup de totalement foirer son implémentation sur Amazon ? Par contre, tu peux totalement foirer ton implémentation sur Amazon, effectivement. Tu as des exemples de trucs à ne surtout pas faire ? Ne surtout pas aller sur Amazon quand tu as un produit moyen. Ouais, ça c'est clair. Tu peux avoir sur ton site être noté 4,4, 4,5. Sur Amazon, tu vas être en dessous de 4. Un produit en dessous de 4 sur Amazon, il est mort. Il est vendu. Ouais. Il est mort. Donc c'est beaucoup plus dur sur Amazon. Les clients sont beaucoup plus... tu payes pas la livraison, tu es livré en 24 heures, tu renvoies comme tu veux. Le moindre petit pet dans l'expérience client, ça renvoie et tu es mal noté. Donc le produit, ça paraît basique, mais sur Amazon, c'est vraiment impitoyable. Donc n'allez pas sur Amazon tant que votre produit n'est pas 100% parfait. Exactement. Okay. Parce qu'on ne peut pas tricher sur Amazon. On ne peut pas enlever les avis négatifs, on peut pas... il n'y a pas de modération. Et après, c'est sur toute la partie marketing, on va dire. Quand tu crées une page produit sur Amazon, c'est très spécifique. C'est très différent d'un site e-commerce. Sur ton site de marque, tu vas essayer de faire quelque chose de beau, tu vas avoir ton branding, ton image de marque, ton côté lifestyle par exemple. Donc tu vas vraiment créer une expérience. Sur Amazon, on est tous clients Amazon. L'expérience, non, le site il est moche. C'est fonctionnel mais c'est moche. Et c'est un peu comme ça qu'il faut faire ces pages produits. Tu vois, si je te donne un exemple très concret, les images produits sur Amazon, les gens vont beaucoup acheter en scrollant juste les images. Ils vont pas regarder les descriptions, les détails techniques. Juste, tu es dans les transports, tu regardes les images. Oui, en fait, c'est ce que je cherche. Exactement. Mais du coup, pour répondre à cette manière de rechercher les produits, sur Amazon, sur tes images, tu mets du texte. Tu mets des petites bullet points, tu mets un titre, tu mets... parce qu'en fait, du coup, ça fait des images qui sont moches. Nous, on fait des super beaux shootings à moto, dans des beaux paysages, ce que tu veux. Et là, tu vas remettre un gros macaron, un support qui tire bien, une pastille 250 km/h, waterproof, machin. C'est dégueulasse, hein. Oui, mais c'est ce qui convertit. C'est ce qui convertit. C'est ce qui convertit. Et ça, pour des marques, c'est très dur. Parce que le réflexe, c'est de dire, oui, mais c'est moche. Oui, mais en fait... c'est pas à toi de redéfinir les codes d'Amazon. Il faut jouer avec les codes qui sont les codes existants, donc tu t'adaptes. Et s'il faut faire des choses un peu moins moches, t'essayes, mais oui, ce sera moche par rapport à ce que tu as sur ton site. Donc ça, c'est la page produit. Ça fait partie des sujets aussi qui permettent de bien se tromper sur Amazon. C'est de vouloir faire une copie conforme de son site, avec des super belles photos. Exactement. En situation, lifestyle, qui correspondent. Il faut expliquer ton produit à des gens qui te connaissent pas. Qui ne vont pas lire la description. Exactement. Exactement.
Et si j'en ai un troisième qui revient souvent aussi dans les ratés Amazon, c'est qu'il y a des produits qui ne sont pas faits pour. En gros, Amazon, c'est une marketplace, c'est un moteur de recherche. Okay, donc si tu vends un produit qui n'existe pas vraiment, tu n'arriveras pas à le vendre sur Amazon. Parce que les gens, ils tapent des mots-clés dans la barre de recherche, et donc tu es référencé par rapport à des mots-clés. Mais quand tu inventes un produit qui n'existe pas vraiment, il n'y a pas de mots-clés associés, et donc en fait les gens ne savent pas trop quoi taper, et ça prend pas non plus. Donc Amazon, c'est pas là où tu fais des lancements de produits à proprement parler quand tu as une marque, ça vient en complément de ta stratégie au global, quoi. Ouais, faut vraiment que tu réfléchisses à est-ce que mon produit correspond à une cible hyper large, et donc ils vont chercher support téléphone moto dans Amazon, et pas histoire pour enfants. Bon, ça peut fonctionner, mais histoire pour enfants, c'est un super bon histoire pour enfants. Tu vas avoir 20 milliards de produits. Alors tu vas avoir les box type Luni, ce genre de choses, pas de souci. Mais tu vas avoir des livres aussi. Mais tu vas avoir des livres, tu peux avoir une peluche du Père Castor, et c'est là où tu vois, par exemple, là j'ai une marque qui fait des produits à base de lumière rouge pour traiter. En fait, ça marche très bien, mais ça traite les boutons, la récupération. Ça traite tellement de symptômes et de par où tu commences, par quoi tu commences. Ben non, cette marque-là, elle n'y arrive pas, quoi. Et c'est pas parce que le produit est pas bon, c'est juste que c'est pas compatible pour l'instant avec Amazon. Et donc du coup, c'est d'abord tu vas créer ton besoin, et ton besoin tu le crées avec de la pub méta, avec du Google, ce genre de choses, quoi. Et ça, des fois ça peut être frustrant pour une marque. Ça peut être assez frustrant. Pas être capable d'y aller, ou de penser que c'est ton produit qui ne fonctionne pas, mais finalement oui, mais ce n'est pas grave. Si ton produit fonctionne pas, continue d'aller sur les canaux plus traditionnels. Et puis quand tu cartonnes, tu arriveras à créer la demande sur Amazon. Ça, il y a des marques qui ont réussi à le faire. Qui ont créé en cherchant le nom de la marque, après dans les moteurs de recherche Amazon. Une marque comme Boku, sur les toilettes japonaises. Tu regardes, parce que sur Amazon, tu peux regarder un peu les volumes de recherche mensuels pour chacun des mots-clés. Okay. Avant qu'ils lancent, ça n'existait pas. Pendant 1 an, ils ont matraqué Meta avec des pubs qui sont plutôt bien. C'est drôle, c'est bien foutu. Tu vois sur Amazon, au bout d'1 an, ça décolle, et maintenant c'est un mot-clé, et il y a plein de marques qui se sont mises dessus. Ok, incroyable. C'est très particulier comme manière de faire. Ok. Et sur la partie physique, tu as pareil quelques conseils pour pas foirer son implémentation auprès de revendeurs ou quand on a sa propre boutique? Sur la partie physique, il faut être prêt. C'est autant sur la partie online, tu peux faire des tests. À la limite, tu te rates sur Amazon, c'est pas très grave, tu pourras refaire ton lancement ou quoi que ce soit. En physique, c'est dur il faut vraiment être prêt. Quand tu te rates, quand tu mets ton produit en magasin et que ça sort pas, c'est rare que tu aies une deuxième chance. Une fois que c'est ce que j'allais dire. Tu as une chance, pas deux en magasin. Ouais, c'est très rare de... Parce qu'on te rappelle pas, enfin... Non. Non. Ah bah oui, mais on avait testé, ça n'a pas marché. Oui, mais c'était différent, c'était une autre version. Oui, mais bon, on vous a donné votre chance. Les murs sont pas extensibles, contrairement à du online. Donc il faut vraiment être prêt. Et une fois qu'on y est, il faut quand même mettre beaucoup de moyens humains et marketing. C'est rare d'avoir un produit, on le met en magasin, ça se vend tout seul. La réalité, elle n'est pas forcément là. Donc, il y a des marques qui vont investir en pub, et ça fait beaucoup de trafic. Nous, c'est ce qu'on fait, par exemple. On n'a pas les moyens humains de passer en magasin, d'avoir une force commerciale à fond. Donc, on investit beaucoup en ads. Et ça marche. Il y en a d'autres qui, eux, vont investir sur des forces commerciales, soit en propre, soit par des prestats, pour vraiment passer en magasin, former les vendeurs, faire des animations. On voit beaucoup ça dans les supermarchés, toutes les animations, ce genre de choses. Voilà, chacun a un peu ses manières de faire, mais il faut accompagner en tout cas un lancement. Ça fait partie des points qui sont très très importants. Ok, écoute, merci, parce que j'ai appris plein de choses trop cool. avec toi, donc hyper contente. Avant de te laisser, j'ai une dernière question qui n'est pas vraiment une question, mais que je demande à tous mes invités. Est-ce que tu peux me faire une petite dédicace à un e-commerçant qui est présent aujourd'hui, qui écoutera bien sûr cet épisode? Qui écoutera, je vais faire la dédicace à celui qui m'a permis d'être ici, à Greg Perrin de Okara. Greg Perrin, ok. Que tu connais comment? Qu'on connaît de l'écosystème, à force de posts LinkedIn, à partager, à échanger sur le e-commerce, à se croiser dans des événements, sur des podcasts, voilà. C'est aussi ce qu'on apprécie sur un événement comme le Business Camp, c'est de pouvoir rencontrer, et puis en fait, il y a des gens avec qui on crée du lien vraiment, quoi.
Donc, Ok. Et voilà. Greg, cette dédicace, c'était pour toi. Exactement. Mickaël, un grand merci. J'ai été Merci à ravie toi. de te recevoir. Avec plaisir. Puis, on se dit à très bientôt. Ouais, à très vite. Merci.